La citadelle de Brouage en Charente-Maritime, un village de pierre et d'eau. 2500 mètres de remparts plantés au milieu des marais. Un endroit magique à l'histoire étonnante. Il faut en effet imaginer que lorsque la cité fut créée au XVIe siècle, l'océan léchait ses fortifications qui protégeaient alors l'un des ports les plus importants en Europe. Aujourd'hui, la mer s'est retirée pour laisser place à un marais que vous allez découvrir avec nos invités. Nous irons tout d'abord observer un oiseau qui, avant de devenir l'un des symboles de ce département, a bien failli totalement disparaître, la cigogne. Nous verrons ensuite comment l'élevage bovin participe à la préservation de ces milieux si riches en biodiversité. Après avoir navigué sur des vieux bateaux ostréicoles sauvés de la disparition par une poignée de bénévoles passionnés, nous irons ensuite prendre une bouffée d'oxygène, un moment magique partagé avec un éleveur de chevaux Camargue, cap sur Brouage, une vie dans les marais. Situé à quelques kilomètres au sud de Rochefort, le marais de Brouage, d'une superficie de 11 000 hectares, est l'un des visuels identitaires de la Charente-Maritime. Ces paysages si singuliers sont le résultat d'une double action. D'abord celle de la nature, puis le travail des hommes. Nicolas, si nous étions venus ici il y a à peu près 2000 ans, est-ce qu'on aurait eu les mêmes paysages autour de nous? Eh ben non, pas du tout. On serait sous l'eau actuellement, puisqu'il y a 2500 ans, là, c'était le golfe de Saintonge. Et donc, l'eau arrivait jusqu'à la tour de Brou qui est devant nous. Brouage était un port international. Toutes les marchandises allaient jusqu'à Brouage. Et à partir de Brouage, partaient dans toute la France et toute l'Europe. Aujourd'hui, le trait de côte, il est à combien de la tour de Brou? Il est à 15 km. Les zones humides sont de fabuleuses réserves de biodiversité. Le marais de Brouage est un havre pour les oiseaux. On y a recensé 250 espèces différentes, dont la fameuse cigogne. Tiens Eric, tu as une belle colonie de 17 couples. Ah ouais, alors là, avec ta lunette, on la voit très très bien. Et là, tu peux voir même des jeunes, des poussins. Ce qui peut surprendre, c'est d'en voir autant sur deux arbres. Ça vit plutôt de façon grégaire, en colonie. Alors ça, c'est un phénomène qui est assez récent. Si on remonte il y a 15-20 ans, on avait des nids isolés. Depuis, en fait, il y a peut-être aussi un peu le phénomène d'une crise de logement. Et donc, les oiseaux ont tendance de plus en plus à se concentrer en micro-colonies. Celle-là, c'est partie des plus grosses. Et puis, on va avoir des colonies de plus en plus fréquentes de 5-6 nids. On sait aujourd'hui quelle est la population de cigognes sur la Charente-Maritime? En 2020, ça nous a permis en fait, de dénombrer 636 couples et 952 jeunes à l'envol. La Charente-Maritime est actuellement le premier département de France et depuis très longtemps, le département... Même devant l'Alsace? Oui, l'Alsace, c'est 2 départemtemps. Oui, Bas-Rhin et Haut-Rhin. Depuis plus de 5 ans, on est le département le plus productif, c'est-à-dire là où le nombre de jeunes à l'envol est le plus important. Est-ce qu'il y a toujours eu autant de cigognes en Charente-Maritime? Eh bien non. En fait, la cigogne a failli disparaître de France déjà en 1974 où il restait 11 couples, dont 9 en Alsace. 11 couples pour l'ensemble de la France? C'est ça. Et en Charente-Maritime, en fait, entre 1962 et 1967, il y avait entre 1 et 3 couples qui nichaient selon les années. Et ensuite, la cigogne, elle a disparu pendant 10 ans. Et elle est revenue naturellement en 1978 pour nicher en Charente-Maritime. Mais pendant 10 ans, elle a disparu. Quand on traverse le marais de Brouage, on peut être surpris de voir des nids de cigognes carrément sur les pylônes de lignes à haute tension. C'est pas dangereux pour elles?
Alors, le réseau électrique, ça fait partie des menaces, des causes de mortalité chez la cigogne. En dehors de la période de reproduction, en fait, on va sécuriser des nids sur les lignes haute tension en déplaçant en fait, le nid sur une plateforme artificielle en haut des pylônes. Et on va mettre à la place ce qu'on appelle un anémomètre, une girouette. Ça ne produit pas d'électricité, mais ça empêche la cigogne de revenir au-dessus du câble. Dans la plateforme qu'on installe, on met des branches, parce que justement la cigogne est plus fidèle au nid qu'au partenaire. Quand la cigogne va revenir, elle va survoler et puis elle va se dire tiens, un nid de cigogne, donc elle va se poser. Ton attachement pour le marais de brouage, il s'explique en partie par le fait que c'est un bel endroit pour les cigognes. C'est la plus grosse population de Charente-Maritime, de cigognes. Et c'est vraiment un joyau en matière de protection des oiseaux, quoi. Contrairement au marécage, les marais sont des espaces modelés par l'homme. En aménageant des canaux, en organisant la circulation de l'eau, ils ont pu y développer des activités, notamment l'élevage. Brouage est aujourd'hui le plus gros marais européen géré par le pastoralisme. Dans les 3000 hectares de prairies, on compte 180 exploitations, comme la ferme familiale que Faustine a repris en 2020. La seule façon de préserver le marais sans le dénaturer, c'est l'élevage. Bon, des vaches, des chèvres, des biques. Bon, les vaches, c'est ce qui s'adapte le mieux à ça, c'est ce qui valorise le mieux ce qui y pousse. Et c'est en fait la seule façon, sans dénaturer le marais, sans l'abîmer, en préservant le maximum, qu'on a de l'entretenir. D'ailleurs, il y a, je crois, 10-15 ans, on a constaté une dégradation du milieu, puis il y a eu la création de ce collectif des éleveurs bovins du marais de Brouage. Et grâce à eux, il y a eu cette action positive. Il faut rappeler que les agriculteurs sont des acteurs de l'environnement, parfois pour le pire, mais très souvent pour le meilleur quand même. Oui. Là où ça devient intéressant, c'est parce qu'en plus d'avoir un intérêt écologique, il y a également un intérêt, je ne vais pas dire financier, mais réellement, on peut gagner notre vie grâce à ça. Et quelle meilleure façon d'entretenir un espace naturel que d'y réussir à y coller, entre guillemets, une valeur monétaire derrière, un gagne-pain en fait. C'est la meilleure façon de réussir à l'entretenir. Donc après, ça se joue avec des concessions. Typiquement, on ne fait pas non plus ce qu'on veut au marais. Légalement parlant, on a des engagements. Les bêtes, l'hiver, pas de bêtes au marais. Pas de vaches au marais. Elles ont quasiment rien à manger, les conditions sont dures, il fait froid, c'est humide, pas du tout adapté. Donc on a aussi cette espèce d'engagement et de contrainte de respecter le marais autant et aussi respecter nos animaux, quoi. Être là au milieu du marais avec toi, mais surtout au milieu du troupeau, il y a de la vie. Eh ben oui, c'est le cas de le dire. On sent que ce sont aussi des habitants du marais, quoi. C'est triste le marais sans rien, sans animaux et tout. Là, il y a quelques mois de ça, on était les premiers à avoir mis les animaux au marais parce qu'on est juste à côté et qu'on avait les parcelles pour, donc on en a profité. Et il n'y avait pas beaucoup de vaches. Et c'est triste, c'est calme. Franchement, ça manque d'activité. Je te présente la maraîchine, qui est du coup la race locale. Donc là, tu sais que je l'ai presque prise pour une aubrac avec ses jolis yeux. Oui, les yeux bien dessinés. C'est une des caractéristiques des maraîchines. On espère surtout sur une maraîchine que les yeux soient bien dessinés, le tour des muqueuses soit bien blanc et les oreilles, le bord des oreilles soit bien noir. Je comprends à leur nom maraîchine que race locale. C'est celles qui sont parfaitement adaptées à ce milieu, quoi, autour de nous. Oui, tellement bien adaptées que les fossés, ça leur fait pas peur. Ah oui. Ah non, là-dessus, il n'y a aucun souci. Alors moi, je suis très impressionné là par cette race. Qu'est-ce que c'est? C'est des nounours, mais alors disons, impressionnant. Hein. Des nounours, surtout les petits, c'est des peluches, t'as envie de les caresser. La première fois que tu mets la main dessus, ça court plus vite que toi. Ah ouais. T'inquiète pas. Ça, c'est les Highlands. Highlands? Les Highlands, ça vient d'Écosse. Eh oui, Highlands. Les toutes premières Highlands qu'on a eues, c'était des imports d'Écosse. Il n'y a pas cette qualité de relation dans tous les élevages, quand même, faut le dire. Tous les élevages n'ont pas non plus forcément les mêmes objectifs. Moi, mes parents, ils avaient envie de se faire plaisir en faisant ça. C'était pas une question de spécialement rentabilité ou ce genre de choses. J'ai pas non plus envie de me poser la question à chaque fois qu'un animal naît, qu'est-ce qu'il vaut?
J'ai pas envie de me poser cette question, j'ai envie de le voir, de vivre un peu avec et de me dire, bon, en fait, toi, j'aimerais bien que tu trouves quelqu'un sympa chez qui aller, parce que j'aimerais bien que tu continues l'aventure avec quelqu'un, ce serait bien. T'as un tel sourire quand tu parles de tout ça qu'on sent que à la fois ce marais de brouage et tes bêtes, c'est un élément fort pour toi, pour peut-être même une certaine stabilité, non, c'est ça? Historiquement, c'est mes parents qui ont construit ça. Ils ont vraiment tout donné de ce qu'ils avaient. Enfin, ils ont donné le meilleur d'eux, ça a été énormément de temps, énormément d'énergie, ça a été vraiment beaucoup d'efforts. C'est aussi pour ça que j'y tiens particulièrement, parce que c'est dur. Réellement, c'est dur. Même bien accompagné, ça reste un métier dur. Mais ils ont tenu le coup. Et du coup, rien que pour ça, oui, je veux que ça marche, j'y tiens. Parce que moi, je revois encore mon père passer ici avec son tracteur. Et puis la nuit, il m'appelle, ouais, Faustine, il y a machin, je sais pas, Isis qui est en train de véler ou compagnie, viens me filer un coup de main, t'as des petites mains, toi ça passera mieux, ou ce genre de truc, quoi. Enfin, je m'en souviens, c'était il y a pas si longtemps. Donc ouais, je veux que ça reste. Tu te sens bien dans ce marais? Oui. Oui, je me sens encore mieux quand les vaches me suivent bien. Et quand elles vont pas dans le fossé avec les voisines. Donc oui, je m'y sens bien. Dans les différentes vies qu'a connues le Marais, il en est une qui a irrémédiablement marqué la région. Suite au déclin du commerce du sel après le Moyen-Âge, les anciens marais salants ont été convertis à partir du XVIIIe siècle en clairs pour l'ostréiculture. Aujourd'hui, Marennes-Oléron est le premier bassin pour la commercialisation des huîtres en Europe. Cette activité a donné naissance à un riche patrimoine maritime menacé de disparition. À Bourse-Franc-le-Chaput, Éric part à la rencontre d'une association créée par des passionnés de bateaux traditionnels, les Lasses Marennaises. Quelle énergie vous avez! Ah oui. Jaco, fais-moi les présentations. C'est quoi ce beau bateau sur lequel vous êtes en train de travailler? Eh bien ça, c'est une petite lasse à voile. Donc une lasse, qu'est-ce que c'est exactement? Une lasse, c'est une embarcation à fond plat qui était destinée à aller à la pêche aux huîtres. Et donc il date à peu près de quand celui-là? On connaît sa date de Il a construction? 40 ou 45 ans. Ah ouais. Alors Yannick, vous tapez fort là. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Parce que vous arrachez carrément le bois, Oui, c'est je ça? change le plat-bord qui est complètement mûr. Il faut remettre tout à neuf. Et alors tu viens à quelle fréquence toi travailler sur ce chantier qui, il faut le rappeler, est un chantier de bénévoles quand même? Disons assez souvent quand même. Puis avec le confinement, on était bien ici. Voilà. On en a profité aussi. Et alors toi Jaco, t'es charpentier de marine, c'est-à-dire Oui. ce métier-là, tu le connais bien. On peut dire que t'es le plus grand spécialiste de la bande, quoi. De la bande, oui, c'est tout, mais pas du département. Mais ma formation, c'est menuisier aussi. Alors j'ai vu qu'à l'extérieur, ça Oui. travaillait sur un autre bateau qui est beaucoup plus gros, là. De quoi il s'agit? C'est un ancien bateau ostréicole pour tracter des lasses. D'accord. C'était un remorqueur sans aimant. Et alors ce bateau, il a été construit quand? Ah, il y a un demi-siècle. Et je travaillais dans le chantier à l'époque. Mais tu veux dire que c'est toi qui as construit à l'origine ce navire? Ah, j'ai travaillé dessus, oui. Et aujourd'hui, tu es en train de le restaurer, de le sauver? Et voilà. Ces bateaux, si vous ne les sauviez pas, qu'est-ce qu'ils deviendraient? Ça pourrirait sur un marais ou alors ça serait démoli puis on met le feu dedans, quoi. Ouais, ça doit C'est faire tout. quand même Ah, un ça fait drôle de plus de mal sentiment. ça que de les réparer, bien sûr. Jaco n'aime pas qu'on détruise J'aime pas un quand bateau. on détruit un bateau. Il a souvent dit ça. C'est vrai. Ouais. Bon, je vais aller voir dehors parce que je crois que ça travaille aussi, là, les Oui. autres gars de l'équipe. Eh ben, allez-y. bon. Allez, merci. L'objectif de l'association est de faire revivre l'histoire ostréicole de la région à travers les bateaux les plus représentatifs des débuts de l'ostréiculture moderne. Depuis 2008, la commune de Bourse-Franc leur a confié l'exploitation d'un site désaffecté, le chantier Rabot. Allez, on y va. Eric, tu vas attraper le haubans sur bâbord. D'accord. Voilà. Sur bâbord, légèrement le mât. Voilà, c'est bon. OK. On y va. Jean-Luc, tu le tiens bien droit. Regarde, il est un peu en avant. Il est un peu en avant. Voilà. Là, c'est bon pour moi. Si je comprends bien, l'objectif n'est pas seulement de restaurer et de réparer des bateaux, mais surtout de les faire naviguer, c'est ça? Absolument. Et d'abord, il faut les mater pour pouvoir mettre des voiles. Autrement, les bateaux ne fonctionnent pas. Au total, vous êtes combien de personnes dans l'association?
Alors on est 20 personnes régulièrement dans le chantier à travailler, 40 personnes à naviguer et 200 personnes en tout avec les gens qui nous apportent leur soutien. Il y a du travail. Il y a 14 bateaux à l'association et 14 bateaux frères, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des bateaux qui appartiennent à des propriétaires mais qu'on entretient quand même. Certains de ces bateaux sont tellement importants qu'ils ont droit à un label prestigieux. Absolument, ils sont monuments historiques. C'est un savoir-faire qui est classé par le ministère des Affaires culturelles de façon à ce que ce savoir-faire perdure. Voilà. C'est à bord du Talion, un sloop ostréicole construit en 1969 à la Tremblade, qu'Éric part en navigation dans les Pertuis charentais. Monter la voile, c'est une aventure sur un tel bateau. Ah oui, absolument, parce que c'est quand même les techniques anciennes. Hein, voilà, donc il y a des anneaux qui glissent le long d'un mât en bois et quelquefois les anneaux ne se positionnent pas bien et voilà quoi. Ce bateau, comme tous les autres, vous l'avez remis en état. La première fois, il renavigue. Qu'est-ce que tu as ressenti? Ah, bah, c'est un plaisir mêlé d'émotions parce qu'on revoit les vieux en fin de compte sur ces bateaux-là. Ils mettaient 2 tonnes d'huîtres là-dedans et c'était vraiment un bateau de travail. Et ils sortaient par tous les temps. Voilà. Ce bateau, il raconte des histoires et des histoires d'hommes. Oui, absolument. Et des histoires d'ostréiculteurs et des histoires de familles. Et ce bateau, il fallait le construire avec peu de moyens, avec pas beaucoup d'argent. Et quelquefois, on ne savait pas très bien naviguer, mais ça fait rien, il fallait aller quand même sur les parcs. Et là, on passe devant le fort Louvois, ce magnifique fort construit sur ordre de Louis XIV au XVIIe siècle. C'est du patrimoine, mais vous aussi, c'est un patrimoine. Oui, et c'est un patrimoine vivant. Et l'intérêt du chantier, en fin de compte, c'est l'hiver de restaurer les bateaux, mais l'été de les faire naviguer. C'est une belle aventure humaine quand même que vous vivez Absolument. tous collectivement. Ah oui, absolument. Qu'est-ce que vous partagez plus que le travail lui-même sur les bateaux? Bah, c'est un peu comme au rugby, il y a aussi la 3e mi-temps hein, sur les Oui, bateaux. on fait des trucs sympas dans la région. Bah, c'est ça. oui, voilà. Par exemple, par rapport à la pandémie, nous, on a les tests PCR. Alors, je ne sais pas si tu connais, Bien mais sûr. c'est Pinot, Cognac et Rillette. Ah oui, c'est ça, les PCR. Eh ben oui, Ah bah c'est ça, on n'a pas envie du coup que les tests s'arrêtent. absolument. On se teste régulièrement. Régulièrement. Quelle scène on vient de voir, Mathieu? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Eh bien, écoute Eric, aujourd'hui c'est un jour sacré pour nous. C'est un moment dans l'année où on lâche les talons avec les juments. Et aujourd'hui, donc, j'ai sélectionné ce cheval qui va rejoindre un troupeau de 5 juments et avec qui il va passer 6 mois avec ses juments. Voilà. Alors on a vu, dès que tu l'as lâché, bah, il est parti, il y a une énergie tout de suite qui se dégage. C'est vrai que les talons ont toujours beaucoup d'énergie et c'est un cheval qui a beaucoup de force, donc il est assez spectaculaire comme cheval. Dis donc, mais alors, là je suis en train de le regarder, il est un peu embêté parce qu'il voit c'est belle, mais apparemment il ne peut pas traverser. Il y a un petit chenal qui... Et écoute, c'est un Il peu sépare. particulier parce que cette année, en fait, c'est la première fois qu'il va dans ce marais. Donc il ne connaît pas encore les chemins du marais, les juments le connaissent bien. Peut-être qu'on va aller lui filer la main un petit peu. Hein. Tu vas le guider? Ouais, je pense, c'est juste pour lui montrer le petit passage à gauche et ça va le faire.
Ça y est, il a trouvé le passage grâce à toi. La rencontre est quand même un peu spéciale parce que, dis donc, les juments, elles lui donnent carrément des petits coups de sabot, non? Voilà, alors c'est un peu particulier parce qu'au début, les juments ne sont pas forcément prêtes. Donc on va attendre quand même les chaleurs pour les juments. Donc lui, il va rassembler doucement son troupeau. Avec l'expérience, ils vont savoir éviter les coups, se protéger. Et petit à petit, il va faire son travail d'étalon. C'est quand même une scène qui dégage une sensation de liberté, d'énergie. Enfin, c'est rare, hein, c'est la première fois que je vois ça, moi. Ouais, c'est vrai que c'est un moment qu'on aime beaucoup. Tu le vis avec intensité, toi. Ouais, voilà. Pour moi, c'est toujours un moment aussi de crainte, hein, parce que j'ai toujours peur que mon étalon soit blessé, hein, parce que c'est quelque chose qui peut arriver. Et c'est beau à voir, quoi, tout simplement. Hein. Et là, je comprends que ton élevage, c'est la semi-liberté. C'est ça. Même on reprend les codes de la Camargue. Hein. Nos chevaux vivent le 3/4 de l'année en liberté, en troupeau, et tout se fait de façon très naturelle, et je tiens vraiment à préserver ça. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Les 40 chevaux Camargue de Mathieu mènent une vie semi-sauvage. Issus des reproductions naturelles, les poulains vont y développer cette capacité innée à se déplacer dans ces milieux qui ont fait d'eux les alliés des hommes dans les marais. L'élevage familial a été créé il y a 30 ans par Francis, le père de Mathieu. Après avoir passé son enfance ici, Mathieu est parti voyager, puis a vécu en bord de mer au Pays Basque. En 2015, il choisit de revenir aux sources et reprend l'élevage. Il décide alors de créer une nouvelle activité, la promenade à cheval dans le Marais, une passion qu'il partage avec sa compagne Léa. Waouh! C'est très impressionnant, mais tu montes à cru carrément? Ouais, carrément, sans selle. Voilà, faut un bon niveau pour ça. Hein. Je te présente Asram, ça va être ton cheval du coup pour la journée. Eh ben bonjour. Ah, Asram. Asram. Waouh, Ouais. magnifique. Quand on monte à cru, j'imagine que le contact avec le cheval, il est quand même très différent, non? Parce que Ouais, c'est différent, sens, tu quoi. sens tous ces mouvements, c'est plus au contact de l'animal, c'est plus agréable au final. C'est pas faux. t'avais quel âge, toi, la première fois où t'es monté? Ah je crois que j'étais pas né. Hein. Je crois que j'étais dans le ventre de ma maman. Oui. C'est vrai? Oui, je pense que c'est la première fois que je suis monté sur un cheval. Vraiment, ouais, vraiment. Mais alors, tes premiers pas sur un cheval, c'était ici, dans les marais, là? Oui, c'était ici, avec mon papa. Ouais. Ouais. Bon, faut le préparer. Et oui, hein. Et je vois que tu as des très très belles selles. Et oui, écoute, on va aller regarder ça ensemble, Eric, Bon. parce que bien évidemment, tu monteras pas sans selle. Non, moi je monterai pas à cru, je te confirme. Qu'est-ce qu'elles sont magnifiques. Alors là, on est sur des modèles de selle Camargue traditionnelles. Donc il y en a pour certaines qui sont très anciennes. Waouh, c'est beau. Voilà, donc tout est en cuir, tout est fait à la main. Voilà. Et nous utilisons principalement ces selles pour la promenade à cheval, mais à savoir qu'à la base, c'est une selle de travail. Bon, écoute, on va prendre celle-ci, c'est ma selle préférée. Ah bah alors, voilà, je l'emmène toujours en Camargue, celle-ci c'est... être dans ce marais à cheval, on sent tous les éléments, quoi. L'eau, ça change absolument tout. Ça, c'est un marais que j'aime particulièrement, que je trouve très beau, avec ces tamaris, cette eau. Et c'est vrai que c'est un bon moment à passer ensemble. Hein. C'est un cheval qui aime ces espaces, un cheval rustique. Ouais. Qui a l'habitude de marcher dans l'eau, de se nourrir dans l'eau. C'est une des seules races qui peut manger les plantes aquatiques sous l'eau. Ah ouais? Ouais. Les naseaux se referment. On va aller vers là. Allez. Ok? Voilà. Allez, on essaye de s'arrêter. Et là, on s'arrête là, Eric. Allez, hop. Voilà. Voilà. Super, les garçons. Allez, on les laisse un peu manger. Bravo. Et c'est un super Eric. moment. Quand tu es tout seul, à cheval, au galop, dans un pré, j'ai presque l'impression que non seulement tu fais corps physiquement avec ton cheval, mais tu es à cheval dans ta tête, non? Ouais, c'est ça. Et puis je pense plus à ce moment-là. À ce moment-là, je suis le roi du monde. Rien peut me toucher, rien. Tous les soucis partent. C'est le vide et puis cette sensation de vitesse aussi qui est quand même agréable. Hein. Mais il faut quand même que je te dise, Eric, mon vrai plaisir, c'est de regarder mes chevaux dans le marais.
les voir évoluer dans cette nature qui pour moi est exceptionnelle, en troupeau, d'avoir le sentiment qu'ils sont libres en fait. J'ai compris que tu as dit le mot-clé, libre. Ouais, libre.